Bonjour Lucas, nous te recevons aujourd'hui sur notre chaîne Muéthique. On a entendu parler de ta solution de paiement nommée Scylla et on aimerait en savoir un peu plus sur ta vision de ce projet. Bonjour. Du coup, je m'appelle Lucas Duchesne. Je suis né en 1990 à Toulouse. J'ai vécu à Narbonne jusqu'à mon départ vers Toulouse une nouvelle fois pour faire un DUT mesures physiques. J'ai fait une année de césure en Nouvelle-Zélande en 2010, puis je suis revenu faire une école de commerce pour avoir une double casquette et un aspect scientifique et un aspect commercial. J'ai été embauché à Schneider Electric, puis en 2015, j'ai pris la décision de me lancer dans le projet Scylla, que j'espère on aura le temps de développer, quoi. Eh bien, commençons tout de suite. Qu'est-ce que Scylla? Scylla, j'ai envie de dire que c'est avant tout une opportunité, un moyen éventuellement de lancer une certaine alerte dans ce monde financier, puisque Scylla, c'est un moyen de paiement. Au-delà d'un moyen de paiement, c'est un réseau monétique. Réseau monétique, j'entends par là l'Internet de la monnaie, la manière dont l'argent circule sur Internet. Ce réseau monétique, Scylla, il est composé d'un moyen de paiement, comme je l'ai dit, pour les particuliers, mais aussi d'un terminal de paiement, ici spécifique pour les commerçants, d'une infrastructure informatique qui permet de relier des porte-monnaies électroniques du particulier, porte-monnaie électronique du commerçant. Et on fait en sorte, à chaque paiement effectué, de reverser les frais de transaction à des associations locales. Donc en fait, dans le projet Scylla, on est aussi une plateforme de financement participatif pour les associations. On regardera plus tard, si j'ai le temps de développer, que une fois à terme, une fois le développement effectué de Scylla, on sera aussi un parfait outil d'aide à la décision pour les collectivités territoriales. Comment t'es-tu intéressé au flux financier, à l'argent et la manière dont cet argent circule? Euh, donc, je suis parti d'une réflexion, vu que j'ai fait l'école de commerce, ça m'a permis d'avoir une vision macroéconomique. En parallèle, grâce au numérique, on peut prendre conscience et connaissance de beaucoup de choses qui se passent dans le monde sur Internet, etc. Donc il y a une sorte d'ouverture d'esprit qui peut se faire beaucoup plus facilement. Et dans cette vision macroéconomique, je me suis posé la question comment l'argent circulait. Vu qu'on a un certain rapport à l'argent qui, je trouve, est décalé par rapport à la réalité, je me suis dit qu'il faut s'attaquer à l'argent et plus spécifiquement à comment l'argent circulait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que 95% de la masse monétaire mondiale circulait par le numérique. Alors 90-95%, ça dépend des sources. Et je me suis dit, il faut s'attaquer à ça. Si on veut changer quelque chose pour pouvoir redistribuer l'argent, répondre à certaines problématiques de société. Et je me suis penché sur le réseau monétique. Monétique, c'est monnaie électronique, donc la monnaie qui circule informatiquement parlant. Donc les 90% dont tu parlais. Les 90%. Et les acteurs, en tout cas, que le citoyen voit tous les jours, c'est la carte bancaire, qui fait circuler l'argent par informatique, par électronique aussi. Je te coupe juste pour donner un peu de chiffres à ceux qui nous regardent. En France, en 2018, il y a eu 11,8 milliards de transactions par carte bleue, dont 2 milliards en paiement sans contact. Ouais, c'est croissant. On est passé, il y avait encore il y a 2 ans 65 millions de cartes bancaires, maintenant on est à 70 millions, quoi. Donc c'est un outil qui nous concerne tous et qu'on utilise au quotidien, Ouais. mais que peu comprennent comment ça fonctionne réellement. Ouais, puis dans le monde, c'est 4 milliards de cartes bancaires. Facebook, ils sont à 2,3 milliards. Donc 4 milliards, voilà. Moi, ce que j'aime bien dire... 2,3 milliards d'utilisateurs. Ouais, d'utilisateurs. Ouais. 4 milliards de cartes bancaires. D'accord. Qui sont réparties entre Visa et Mastercard. Est-ce qu'on peut présenter devant ceux qui nous regardent aujourd'hui, quand je vais dans une boulangerie, je veux m'acheter ma baguette de pain avec ma carte bleue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Notre carte bancaire est reliée à notre compte en banque, notre compte courant. Le terminal de paiement est connecté au compte courant du commerçant. Et dès qu'il y a un paiement qui s'effectue entre le terminal et la carte, il y a un appel qui est fait de la banque du commerçant vers la banque du particulier pour savoir s'il y a assez d'argent pour
effectuer cette transaction. Donc il y a un échange comme ça d'informations qui se passe lors du paiement. Invisible du coup. Invisible, totalement informatique, de manière numérique. Et du coup, ça interroge les banques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je peux faire le paiement ou pas? Et du coup, quand tout est OK, il y a les paiements s'effectuent. Et du coup, on voit apparaître quelques jours plus tard moins X euros et plus X euros chez le commerçant. Je pense qu'il est encore une fois important de mettre des chiffres sur ces moyens de paiement, en tout cas en France aujourd'hui. Moi, par exemple, je sais que quand je paye ma baguette de pain chez mon boulanger avec ma carte bleue, ma banque, elle va prélever un pourcentage de ce montant. Donc, je sais qu'il est minime, mais pour moi, il représente un manque à gagner pour le commerçant, puisque c'est quelque chose qu'il ne va pas capter. Est-ce que toi, tu sais justement la justification de ces frais, Ouais. comment ils sont répartis et est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Alors, pour mon point de vue, c'est pas un manque à gagner pour le commerçant parce que le commerçant il paye un service qui quand même, lui est très utile en termes de comptabilité, en termes de suivi des données. Donc c'est pas un manque à gagner, c'est qu'il paye pour un service. Ensuite, toutes ces informations de facturation, on va dire, des commissions interbancaires, c'est assez opaque. On sait qu'il y a un minimum qui est de 0,23%. Je crois que ça a augmenté il y a quelques années, c'était 0,28%, maintenant c'est 0,23%. Et ensuite, il y a la marge de la banque qui peut rajouter des frais supplémentaires ou En fonction de la négociation avec le commerçant. En fonction de la négociation, mais pas que, en fonction du volume de vente, en fonction du montant moyen des transactions, en fonction de s'il y a plusieurs antennes, s'il y a plusieurs franchises. Comme ça, la négociation elle est beaucoup plus globale. Par exemple, un Carrefour va payer le plus bas, quoi. Parce qu'il est plus gros et donc. Parce qu'il est plus gros et qu'il y a plus de transactions, etc. Mais un coiffeur ou un bureau de tabac va payer beaucoup plus cher. Et donc c'est pour ça, si je comprends bien, des fois quand je vais dans une boulangerie, celle-ci va me dire bah non, je prends pas la carte parce que c'est en dessous de 10 euros. Et encore que ça a changé il y a 2 ans avec une politique du gouvernement qui a voulu favoriser les petits paiements. Je crois que c'est Michel Sapin, Monsieur Sapin, il s'appelle Michel, qui justement a réduit de 0,28% à 0,23% pour justement permettre aux commerçants de proposer le paiement en carte bancaire à partir de 1 euro. Ok, donc ça fait 2 justifications de ces frais. Je vais les récapituler. On a le montant minimum donc de 0,23% prélevé par la banque et qui correspondent en fait à ces frais de gestion. C'était un petit peu plus avant, comme on l'a dit, mais donc régulé depuis par Michel Sapin. On a la marge éventuelle de la banque en fonction de la négociation ou du volume d'activité du commerçant. Et en fait, moi maintenant j'ai une question. Je sais qu'il y a des opérateurs qui nous permettent d'effectuer ces transactions. Est-ce que quand moi j'achète ma baguette de pain, l'opérateur, donc moi j'ai une Visa, est-ce que lui il prélève un certain pourcentage ou un montant de la transaction? Effectivement, le commerçant il paye les frais de commission à sa banque et la banque reverse une partie à Visa et Mastercard. Je ne sais pas si c'est une partie en termes du montant ou si c'est un abonnement que Visa et Mastercard ont mis en place. C'est assez opaque, du coup j'ai pas trouvé l'information. Mais dans tous les cas, vu qu'il y a marqué Visa et Mastercard sur la carte bancaire et que c'est la banque qui nous donne la carte, forcément Visa et Mastercard s'y retrouvent à un moment donné. Et en plus du montant, ce qu'il faut dire, et c'est ce qui est super important, c'est qu'il y a toutes les données qui sont récoltées. La date, l'heure, le montant, l'identité de la personne, l'identité du commerçant, le type de banque. Donc là-dessus, je préfère qu'on y revienne un peu après sur les données. J'aimerais qu'on explique vraiment comment fonctionne le système monétique pour notre internaute. Moi, de mes recherches, de ce que j'ai pu voir, je sais qu'en France, on est un peu protégé, puisque c'est pas un montant en pourcentage qui est prélevé par Visa ou Mastercard en fonction de la carte que tu utilises. Ça va être un montant fixe de 0,0011 $. Après, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une goutte d'eau vu comme ça, mais on rappelle 11,8 milliards de transactions par carte bleue en 2018, et c'est quand même une tendance qui progresse sur les dernières années. En tout cas en France. En France, ouais. En Allemagne, par exemple, ils ont tendance à délaisser la carte bleue. Exactement, ouais. Beaucoup plus d'espèces. Et puis en Chine et en Inde, c'est le smartphone qui a pris le pouvoir. Et sur smartphone, est-ce que l'on retrouve ce type de commission ou pas du tout, justement ? Oui, bien entendu. Ouais.
Donc maintenant que l'on a brossé un tableau très bref mais assez concis je trouve du fonctionnement des commissions interbancaires puisque c'est comme ça qu'on les appelle, on va s'intéresser à ton projet. Toi, comment ça se passe? Tu m'as dit que tu permettais une redistribution dans la chaîne de valeur, donc des richesses créées. Toi, comment ça se passe concrètement? Bah, ça se passe que nous, on se positionne d'un point de vue marketing, d'un point de vue marché, face à Visa et Mastercard, effectivement. Aux opérateurs. Aux opérateurs, en tout cas, qui permettent cet échange d'argent par la carte bancaire. Il y a une législation qui est très, très dure, pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement. Et nous, on est passé par la carte prépayée. Donc notre carte est une carte prépayée. Donc ça veut dire qu'il faut la créditer. Il faut créditer de l'argent dessus, sur cette carte. Donc du coup, à chaque personne qui s'inscrit sur notre plateforme, on lui crée un porte-monnaie électronique, on connecte le porte-monnaie électronique à cette carte, l'utilisateur crédite de l'argent sur cette porte-monnaie. Via un virement en fait? Via un virement, ouais. Donc je suis sur mon espace bancaire, je vais faire un virement comme si je l'envoyais à mon pote, sauf que je l'envoie directement au porte-monnaie électronique associé à la carte Non, prépayée. il faut se connecter sur Scylla. Il faut d'abord faut se créer. Exactement. Et ensuite, vous créditez de l'argent dessus, sur le porte-monnaie électronique, qui est relié à la carte. Le commerçant, nous, on lui fournit le terminal de paiement, on lui crée aussi un porte-monnaie électronique qui est connecté. Et du coup, à chaque paiement qui s'effectue entre les deux porte-monnaies électroniques, c'est nous qui gérons tous les frais de transaction. Donc on va faire payer au commerçant le service de monétique. Comme aujourd'hui. Et ton taux, il a combien aujourd'hui? Là, on a dit 0,23% comme seuil maximal, plus la marge éventuelle, plus 0,0011 $ de Visa. Oui, ça va entre... J'ai rarement rencontré un commerçant qui était en dessous de 0,3%. Et j'en ai vu qui allait jusqu'à 1,75% suivant le type de terminal de paiement. D'accord. Voilà. Enfin, suivant l'abonnement qu'il y a derrière et suivant si c'est la banque qui l'offre ou si c'est une entreprise concurrente. Et nous, ce qui fait que dans les frais de transaction, notre objectif est d'avant tout d'avoir un intérêt solidaire. Donc, il faut qu'il y ait de l'utilisation. Donc, on va être un avantage pour le commerçant un avantage économique par rapport au commerçant. Donc, on va soit s'allier sur les frais qu'il paye déjà, soit on va être un petit peu en dessous. Et du coup, de ces frais de transaction-là, nous, on récupère, on facture au commerçant. Et de cette somme, 60% est reversé à une association locale. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, le paiement qui est effectué, le particulier gagne des points, des points de vote. C'est une partie importante. Il se connecte sur Scylla, il voit la liste des associations de son territoire et il peut du coup redistribuer ses points de vote. Et à la fin de chaque mois, ces points de vote ont une valeur financière qui sont liées aux frais de transaction et on les redistribue aux associations. Donc en fait, cela permet le financement de projets locaux. Enfin, moi j'ai l'impression que cela me permet en tant que citoyen, si j'utilise cette carte, de garder une visibilité sur une commission dont je ne connaissais pas forcément l'existence et de décider quel projet sur mon territoire, et vu que c'est sur mon territoire, je risque de le connaître, quel projet je vais directement financer avec cette commission. Ah mais c'est sûr, mais c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au lieu que cet argent-là aille à la banque et à Visa et Mastercard pour les nommer, hein, parce qu'on pourrait dire opérateur, mais voilà, les Visa et Mastercard et aux banques, ben là en fait on redonne le pouvoir à hauteur de 60% des frais de transaction aux citoyens et il le reverse à qui il veut. Donc au lieu que ça parte à des entreprises américaines, ça revient sur le territoire, quoi. Et donc c'est ça que tu entendais par plateforme de financement? De financement, exactement, pour les associations. Alors moi, mon choix, je le ferai via mon compte Scylla. J'ai donc un onglet qui me permet d'aller sur les projets à côté de chez moi. Et si j'ai une bonne utilisation de la carte, je capte ces 60% de ces commissions. Et après, je les redistribue comme je veux via cette plateforme. Exactement. J'aime bien dire c'est une plateforme de financement démocratique, finalement. C'est comme si... moi, j'aime bien me projeter aussi de pourquoi on est en train de faire ça. C'est que plus tard, en fait, on pourrait se projeter, idéologiquement parlant, c'est une expérience de pensée que je propose. C'est de dire, imaginez que nos impôts, on puisse les rediriger. Et que ce soit un système de vote sur chaque poste d'impôt
de dépenses de l'État et que chaque citoyen y voit. Et du coup, c'est en fonction de ça, c'est au prorata de ça que le gouvernement s'organise pour mettre en place les subventions, etc., quoi. Donc là, c'est une proposition, c'est une autre proposition démocratique. Donc là, j'ai compris l'intérêt pour le consommateur. Il va donc capter cette commission sur laquelle il n'avait pas la main. Ouais. Mais quel est l'intérêt autre que sociétal pour le commerçant? Parce que lui, il va se dire, ok, je vais permettre aux citoyens, donc avec l'outil SILA, de redistribuer ses commissions. Mais lui, au final, son fonctionnement, il ne va pas tellement changer par rapport à aujourd'hui. Non, c'est sûr. Voilà, il a certes un terminal de paiement supplémentaire. Ça, voilà, c'est clair. Parce que c'est nécessaire si on veut sortir de cette boucle, de ce réseau monétique que les banques et Visa et Mastercard ont créé. Donc il faut forcément un nouveau terminal. Donc il y a forcément des contraintes qu'il faut accepter. Mais j'ai envie de dire de quel côté en fait le commerçant veut se positionner. Il y a le choix classique du terminal actuel et il y a le choix d'acheter en complément notre terminal de paiement, mais au moins ça lui permet de lui donner une indication, en tout cas au territoire, à la ville, de ses convictions, de là où il aimerait bien faire évoluer les choses. Et de convaincre par conséquent le consommateur d'aller acheter, donc on va rester dans l'exemple de la baguette, si on prend toujours l'exemple de la boulangerie, donc d'aller acheter sa baguette dans cette boulangerie qui est ici là, plutôt que chez un autre boulanger qui ne lui permettrait pas d'avoir accès à cette commission et donc de financer les projets qu'il souhaite aider. Et oui, c'est exactement ça, parce que sur SILA, sur la plateforme, il y a aussi répertorié les commerçants. Donc tous ceux qui seront clients chez SILA, toutes les associations, donc tout le réseau aussi associatif, vont se connecter sur SILA et vont voir la liste des commerçants qui ont marqué leur engagement vers une finance un peu plus éthique. Donc ça va attirer forcément une communauté de personnes qui sont plutôt liées à l'économie sociale et solidaire. Donc on peut être apporteur d'affaires, mais comme toute carte cadeau qui vient de se créer, comme toute, voilà, c'est la communauté qui vient apporter des affaires chez le commerçant. Mais pas que. Nous, on a créé un écosystème autour de cette carte bancaire, autour de ce réseau monétique, autour de cette plateforme de financement participatif, monétique, moyen de paiement et d'aide à la décision pour les collectivités. Il y a un écosystème qui se crée. Et les gens vont s'emparer de cette solution parce que en fait, ça leur permettrait de reprendre le contrôle sur une finance qu'ils voient aujourd'hui de très très loin. Et oui, mais alors, j'ai pas fini le truc d'avant, mais c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que dans tout ce monde financier qui est très complexe, c'est des ingénieurs qui ont fait ça, hein, donc ils sont allés super loin dans la construction de la bourse, du milieu financier, de système capitaliste voilà, ils ont travaillé en silo, il y a des experts dans tous les sens dans ce milieu-là. Et nous on est acteurs de ça. Et la seule façon et la façon physique qu'on a d'être acteur, c'est la carte bancaire. En fait, on a tous un lien avec ce monde financier et ce lien-là, il est lié à la carte bancaire. Donc en fait, c'est ça le message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que, ok, il y a le fait de reverser 60% des frais de transaction à des associations. Oui, c'est un projet sympa, oui, etc. Mais c'est surtout que si chacun dit « j'en ai marre de cette carte et je veux qu'on change de carte », c'est un message fort en fait qui est envoyé dans tout le monde financier. En fait. Et tu penses pas, je te coupe, désolé, tu penses pas que ta solution, elle pourrait représenter un intérêt pour un établissement bancaire qui souhaiterait se démarquer en montrant qu'il est engagé dans ce processus de redistribution des valeurs et que, après moi je pense tout, mais je me dis qu'une banque, elle a forcément des terminals de paiement, elle sait comment ça fonctionne. Et tu penses que, je sais pas, ce serait possible de faire un partenariat ou convaincre une banque que ta solution, elle peut permettre de montrer un autre financement de l'économie, un cercle vertueux, je le vois un peu comme ça, comme tu me l'expliques. Nous, forcément, on serait intéressés pour faire des partenariats. Après, on a une certaine exigence liée à l'éthique, liée à l'économie sociale et solidaire, liée à la transparence, liée à le respect de la vie privée. Il y a quand même toute une liste de choses que nous, on va devoir exiger auprès de nos partenaires. Et inversement, hein, c'est aussi nos partenaires qui exigent ça de nous. Aujourd'hui, voilà, si on veut changer vraiment de paradigme, il faut
incarner les valeurs qu'on veut défendre dans ce paradigme-là. Et du coup, est-ce que la banque aujourd'hui est prête à le faire? Si je trouve une banque qui me dit oui, on y va. Mais sauf que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la banque qui attend que nous, on fasse nos preuves avant qu'elle vienne faire un partenariat avec nous. C'est plutôt à nous de montrer que les gens veulent vraiment changer de carte bancaire, qu'ils veulent vraiment donner un signal fort à la finance, au monde de la finance, en disant non, mais là, on veut vraiment quelque chose d'éthique, quelque chose qui est social, quelque chose qui est solidaire, quelque chose qui est redistribué économiquement l'argent, quelque chose qui a un intérêt sociétal. La banque avec qui on aimerait bien faire des partenariats éventuellement, c'est une banque qui sort un peu de juste son métier de « je crée de l'argent ». Il faut qu'elle aille plus loin que ça. Faut qu'elle se libère en fait de beaucoup de choses. Elle est névrosée aujourd'hui, la banque. Donc il faut qu'elle s'émancipe, j'ai envie de dire, si je devais parler à quelqu'un. Émancipe-toi. Voilà. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, pour l'intérêt pour le commerçant, vu que nous, on a créé un écosystème entre différents acteurs, on va aussi avoir pour rôle d'animer cet écosystème. Et c'est un excellent moyen d'animer l'écosystème en proposant aux commerçants de venir, alors je parle par exemple pour un bar associatif, un restaurant, etc., d'organiser des événements chez eux pour ramener du coup notre communauté. On présente des associations qui veulent se présenter à cette nouvelle communauté puisqu'elles sont bénéficiaires de SILA. Donc du coup, ça nous permettrait, nous, de SILA, de se présenter, ça permettrait à une association de se présenter, ça permettrait à des gens d'utiliser notre système chez le commerçant et ça permet aux commerçants d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et ça permet aux citoyens de voir ce qui se passe sur son territoire et que les choses sont en train de bouger. Exactement. Et là, on est vraiment sur une réflexion, un projet, en tout cas quelque chose qui est concret, où tout le monde est gagnant. Tous les acteurs sont gagnants. Je reviens sur ce que tu m'as dit précédemment, quand on parlait de la banque. Comme quoi, il fallait que tu montres que tu étais viable. Aujourd'hui, concrètement, je vais te parler franchement, mais concrètement, comment tu fais pour être viable économiquement? Parce que je suppose que pour que tu existes, il faut que tu fédères. C'est ma supposition. Ou alors, est-ce que tu peux passer par des étapes de développement? Est-ce que tu as le temps? Il y a tellement de projets sur le territoire qui se développent qu'il faut réussir à faire sa place. En termes de business model, il faut savoir qu'il va évoluer. Il va évoluer parce que les contraintes qu'on a aujourd'hui ne seront pas les mêmes que s'il y a 100 000 personnes qui sont avec nous. Aujourd'hui, il y a combien de personnes sur ta plateforme? Aujourd'hui, vu qu'on est tout jeune, on a 5 commerçants, une 150aine d'utilisateurs à Grenoble. Excuse-moi, je te coupe, je change complètement de sujet, mais je pense qu'il est vraiment important d'en parler. Pourquoi tu as choisi Grenoble? Pourquoi tu n'es pas allé directement à Paris, là où je pense que l'argent coule sûrement plus facilement, où il y a un écosystème qui serait peut-être plus amène de t'aider? Pourquoi tu as choisi de t'installer à Grenoble? Pour deux choses. Déjà, la première, c'est que j'habite ici depuis 7 ans, à Grenoble. Donc, quand tu connais les quartiers, quand tu connais les commerçants, quand tu connais les associations, quand tu connais l'ambiance, c'est plus facile de se lancer dans un projet, dans un territoire que tu connais qu'à l'étranger, j'ai envie de dire. Enfin, Paris, c'est pas l'étranger, mais on comprend. Et la deuxième, c'est que par rapport à la politique qui s'y mène, et quand je dis politique, je parle pas uniquement de la municipalité, mais je parle des idéologies qui s'y développent à Grenoble, où il y a quand même une volonté de faire bouger les lignes. On a entendu ça à Grenoble, la ville en transition. Il y a quelques années, Grenoble, c'était quand même une ville phare dans le monde, dans tout ce qui était changement. À l'époque, en tout cas. Maintenant, je ne sais plus si c'est... Eh bien, je crois qu'elle a été élue ville, enfin non, du moins, elle est candidate pour être capitale verte européenne en 2022. Voilà, on s'est dit, il y a le tissu associatif est extraordinaire. En plus, c'est techno aussi, entre le CEA, l'INRIA, ST Microélectronique. Enfin, voilà, il y a quand même un secteur d'activité industrielle qui est assez porteur, plus le tissu associatif, plus cette idéologie politique qui tend vers l'économie sociale et solidaire. Et puis à l'échelle humaine aussi. Voilà, c'est une ville à taille humaine. Ton objectif, donc, à court terme, c'est de démarrer par un territoire d'expérimentation, montrer à ces acteurs qui sont proches de tes valeurs que ta solution est viable et que s'ils s'en emparent,
ils pourraient mettre un pied dans un monde dont aujourd'hui ils n'ont pas forcément idée de comment il fonctionne. Le monde de la finance, j'entends. Oui, on leur propose de faire un pas dans ce monde-là et en leur disant vous pouvez le faire. Et si c'est à Grenoble, dans une petite ville, que ça démarre, après on pourra le retranscrire dans d'autres villes et puis. Ça aura plus de poids si ça a déjà marché quelque part. Ouais, exactement. Donc on revient sur ton business model. On commence par cette zone d'expérimentation. Comment tu te développes sur 3 ans? Alors aujourd'hui, sur notre business model, la carte pour les utilisateurs, elle est payante. On propose un prix libre et un prix conseillé à 5 euros. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient payer 60 euros cette carte et des gens qui voulaient l'avoir gratuitement. Il faut savoir qu'en moyenne, une carte, c'est 60 euros par an qu'on paye. Donc voilà, c'est pour ça aussi, quand j'ai dit ce chiffre-là, les quelques personnes qui étaient là, elles fait bah ouais, je suis prêt à mettre 60 euros. Après, il y a la vente du terminal de paiement. Effectivement. Il y a les frais de transaction, donc il y a 60% que nous on reverse, mais il y a 40% pour notre fonctionnement. Et également pour créditer ce porte-monnaie électronique, donc cette carte prépayée, on facture. On facture à hauteur de 1 euro par prélèvement CEPA. Donc en fait, moi quand je mets de l'argent sur ma carte prépayée, tu me factures 1 euro. Ouais. En fait, on prend 1 euro parce que nous derrière on a des frais qui sont liés à notre prestataire bancaire, qui s'appelle MangoPay. Ok, donc là j'ai envie de creuser un peu. Tu me parlais des paiements sécurisés, des données, de comment elles étaient gérées. Aujourd'hui, toi, ça fonctionne comment avec ton prestataire, donc avec ce MangoPay? Quand j'achète mon pain avec ta carte, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des données? Comment elles sont créées? Comment elles sont gérées? En termes de sécurité, donc nous on est plusieurs à travailler sur le projet. Romain Clément, qui est mon associé, qui fait tout le développement informatique, pourrait y répondre beaucoup plus en profondeur, puisque c'est lui qui fait tout le développement, c'est lui qui s'occupe de la partie cybersécurité. Et si tu parles de ça, j'aimerais bien vous inviter à télécharger une application qui s'appelle EMV Card Reader. C'est gratuit, hein. Et en fait, cette application, elle vous permet de scanner votre carte bancaire et du coup, quand vous le faites, vous avez toutes les informations de votre carte bancaire dedans. Donc là, je vous pose la question, est-ce qu'en termes de sécurité, Visa et Mastercard sont au niveau quoi, sont transparents? Parce que là, ça veut dire que n'importe quelle personne qui télécharge cette application, elle le passe sur votre portefeuille ou dans votre poche, et elle a toutes les informations. Donc du coup, elle peut se connecter sur un site non français, parce que sur les sites français, il faut avoir la crypto, enfin les 3 chiffres derrière. Mais sur certains sites étrangers, non. Donc du coup, on peut aller sur Amazon Hongrie, je dis n'importe quoi, et on peut acheter tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai envie de répondre en fait à cette question-là en termes de sécurité. Est-ce que déjà ce qu'on a dans les mains, c'est sécurisé? Oui, c'est des grosses boîtes, c'est des multinationales qui sont là depuis 60 ans, mais est-ce qu'elles continuent à faire le travail qu'elles devraient faire? Donc là aussi, on ne se présente pas, on ne dit pas que nous on fait mieux, mais on dit qu'il faudrait faire mieux. Et parce qu'elles ont créé une inertie. Ça, c'est classique, hein. Ces grosses boîtes, elles ont une inertie maintenant qui est assez colossale. Et donc, du coup, c'est très difficile pour elles de faire des changements profonds en termes techno, mais aussi en termes marketing ou en termes de vision. Voilà, c'est trop d'inertie. Et du coup, c'est des petits acteurs comme nous qui pouvons proposer des solutions. Et c'est justement, si nous, on arrive à faire un bon travail, qu'on arrive à survivre, que les gens arrivent à nous faire confiance, qu'ils nous soutiennent, ça va vraiment créer une alerte pour ces gens-là, du milieu financier, et ils vont peut-être se poser les bonnes questions du coup, et se dire « Ah oui, là peut-être qu'on a été négligent sur ça ». Je le dis, ils sont négligents sur ça, parce que c'est pas normal. Voilà, donc aussi nous soutenir, c'est là-haut, redescendez un peu sur terre, parce qu'on commence à parler, à comprendre et à parler. Et du coup, le sans contact, c'est pas sécurisé en soi? Le sans contact, alors en 2012, il y a eu plusieurs études qui sont arrivées
pour dire qu'effectivement le sans contact avait des problèmes, des failles de sécurité. Et il s'avère que les dernières études qui datent de l'année dernière, je ne saurais pas citer les sources. Du coup, depuis 2018, il y a eu des nouvelles recherches qui ont été apportées, qui ont montré que les failles de sécurité avaient été réduites, considérablement réduites. Ce qui n'empêche pas d'acheter un petit cache éventuellement anti-ondes pour se protéger au cas où. Rien que pour l'exemple que je viens de donner. Donc en fait, manque de sécurité, oui, mais c'est inhérent à la carte, quoi. Donc c'est pas lié à la technologie NFC, mais c'est lié avec toutes les informations qu'on met à l'intérieur de la carte et les outils qu'on a pour faire les paiements ou pour pouvoir scanner cette carte, quoi. Ok, je reviens sur MangoPay, car si on brosse un tableau de ta solution, il faut vraiment qu'on explique pourquoi tu as choisi cette structure comme prestataire. Je suppose que ça doit être très compliqué de partir de zéro et de monter une solution clé en main tout seul, mais j'aimerais savoir pourquoi tu t'es associé à cette filiale d'une banque française. Alors effectivement, nous on est parti de zéro. Totalement. Comme j'ai dit, j'étais à Schneider Electric, donc disjoncteur intelligent basse tension. Rien à voir avec les systèmes de paiement, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Et quand on fait notre étude de marché, on évalue les partenaires avec qui on peut travailler. On est tombé sur MangoPay, mais il y a aussi plein d'autres, hein, Lemonway, S-Money, Trésor, voilà, il y a toute une liste. Et on a choisi MangoPay pour différentes raisons, pardon. Pas pour l'éthique, malheureusement, mais toutes ces structures-là ont mis l'éthique bien loin de leurs priorités. Donc il est très difficile de trouver un prestataire accrédité ACPR. L'accréditation ACPR, c'est pour dire qu'elle a le bon fonctionnement C'est ce qui lui permet en fait d'être une banque, en fait. Voilà. Si elle l'a pas, elle peut pas rendre. Elle peut pas stocker l'argent, par exemple. Elle peut pas faire de prêt. Elle peut pas. Et donc c'est grâce à cette accréditation que toi, vu que c'est ton prestataire, tu peux fonctionner. Exactement. Donc c'est eux qui prennent le rôle de stocker l'argent. Voilà. Donc nous, en fait, on stocke pas l'argent des gens. On donne juste les informations de transaction. Voilà. Et on a choisi MangoPay qui est au Luxembourg. Voilà. Donc c'est pas en France, hein, malheureusement. Mais bon, les autres acteurs français, ils avaient d'autres tares, si je peux parler ainsi. Donc on a choisi MangoPay parce qu'aussi ils ont vraiment une vision de transformer la banque. Et voilà, ils ont cette volonté-là, en tout cas, de dire non mais là, faut améliorer les services bancaires, faut proposer. C'est un marketplace, MangoPay. Donc marketplace, est-ce que tu peux définir ? C'est un endroit numérique c'est une place de marché numérique. D'accord. Concrètement. Voilà. Et donc c'est là où sont stockés les porte-monnaies électroniques dont tu parlais. Voilà. Exactement. Et donc c'est au Luxembourg, tu m'as dit, et ça MangoPay, c'est une filiale de Litchi, les cagnottes en ligne. Et à plus de 80%, c'est Crédit Mutuel Arkea. D'accord. Donc une banque tout de même française. Ouais. Et puis, faut le dire aussi, mais il y a Xavier Niel qui est dans le... Et est-ce qu'à terme, pour toi, je suppose que c'est une question très utopique que je vais te poser, mais si tu arrives à fédérer, à changer de paradigme, le paradigme dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu souhaiterais te passer d'un prestataire ou alors te rapprocher d'une solution qui respecte entièrement les valeurs dont tu nous parles ? Ouais, mais il y a tellement de choses à faire. Et tout seul, je suppose que c'est compliqué de... Ah oui, mais nous, notre objectif, c'est pas du tout d'être tout seul. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard avec tout ce qu'on essaie de monter. Mais non, mais il y a 1000 choses à faire. On peut parler de blockchain. Voilà, c'est juste le sujet d'aujourd'hui. Il faut clairement partir là-dedans. Du coup, si on a une blockchain, est-ce qu'on a besoin d'une banque ? Mais bon, pour rester dans un cadre juridique assez réglé, il faut quand même avoir une banque. Mais est-ce que la banque veut partir de là où on veut aller ? Après, nous, l'idéal, c'est effectivement de travailler avec une banque qui a nos valeurs. Donc on peut parler de la NEF, on peut parler d'autres banques citoyennes qui sont en train de se monter.
On peut parler de crédit coopératif, même si c'est une filiale de la BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Mais nous, on a vraiment comme je dis, SILA, c'est un outil qui améliorera la transition vers un nouveau paradigme. Donc en fait, jamais on va dire, c'est ça qu'il faut faire. Tu veux juste montrer qu'il y a une autre alternative. On veut juste dire, nous, on met en place un outil qui nous permet à chacun d'exprimer ce qu'il a envie de voir naître demain. Donc du coup, en partant de ce postulat-là, on veut travailler avec d'autres partenaires qui ont les compétences, qui ont la philosophie, qui ont, pourquoi pas, une certaine spiritualité à nous aider et à aider à créer des mouvements citoyens pour réfléchir ensemble et se dire non mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est un élan comme ça qu'on veut créer. Moi, en tout cas, quand tu m'en parles, l'intérêt pour une banque, il me paraîtrait assez évident dans le sens où on sait que ces mouvements citoyens, ils existent. Quand on voit par exemple hier le nombre de personnes qui ont défilé contre le dérèglement climatique, on sent que les gens prennent conscience. Hier le 21 septembre. Ouais. On sent que les gens prennent conscience et si une banque permet à ses sociétaires, justement, parce que si tu me parles de la nef, c'est ça, c'est que la banque appartient à ses clients et elle permettrait justement à ses clients de reprendre le pouvoir sur une commission. Ouais, mais en plus, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi notre banque actuelle et celle qu'on rencontre, pourquoi elle plonge pas vers SILA, quoi. Pourquoi elle nous aide pas, genre directement, quand on le voit avec C'est qui le patron. Vous voyez les briques de lait dont c'est les consommateurs qui ont décidé ce qu'il fallait faire, etc., qui ont accepté de payer un peu plus cher pour mieux rémunérer les producteurs. Ou quand on voit Lilo, le moteur de recherche, qui aussi reverse les frais issus des recherches sur Internet. Donc ouais, Lilo, c'est une solution un peu comme Google, mais beaucoup moins développée, et qui permet, au contraire de Google, car quand toi tu fais une recherche sur Google, t'as rien, tu ne sais même pas forcément que grâce à ta recherche, Google il capte de l'argent, alors que sur Lilo, quand tu fais une recherche, je crois que c'est symbolisé par une goutte d'eau, et à force de faire des recherches, tu obtiens plus de gouttes d'eau, et avec ces gouttes d'eau, tu peux financer les projets de ton choix. Ou comme Ecosia, là, qui est du coup, pour le coup, très d'actualité, avec ce qui se passe en Amazonie, en Indonésie, en Afrique, un peu partout, en Chine aussi. C'est pareil que Lilo, sauf que l'argent est utilisé pour reverser et est utilisé pour planter des arbres. Donc, ce que je dis par là, c'est que il y a énormément de solutions qui poussent les banques ou qui poussent l'économie à réfléchir d'une autre manière. Et ça fonctionne. Que ce soit pour penser social et solidaire, que ce soit pour penser citoyen, que ce soit pour penser à une cohésion de différents projets, c'est maintenant quoi qu'il faut bouger, et les banques ont peur de prendre le risque parce que les banques ne prennent plus de risques aujourd'hui. C'est fini quoi. Maintenant, c'est la BPI, Banque Populaire d'Investissement, par exemple, quand on parle d'entreprises, de start-up, etc. C'est la BPI qui prend tous les risques. Donc c'est l'État, donc c'est nos impôts qui prend des risques. La banque ne prend plus de risques. Parce que derrière, c'est des gens qui n'ont pas envie de mettre leurs responsabilités sur des projets de société. Ils ont soit pas l'envie, soit pas les convictions, soit ils ont peur, parce que c'est leur carrière qui en dépend aussi. Donc il faut... comment dire ? C'est névrosé à ce niveau-là, quoi. C'est donc ce dont tu parlais quand tu mentionnais l'inertie tout à l'heure. C'est ça, et c'est lié à l'inertie. Donc maintenant qu'on a expliqué tout ça, je voulais avoir ton avis sur la finance d'aujourd'hui et ton avis sur la position des acteurs de cet écosystème. Oui, donc sur le monde de la finance, moi, tout ce qui est bourse, je ne vais pas en parler. Je ne suis pas formé à ça et je peux juste conseiller peut-être de regarder le film The Big Short. Très éclairant. Très éclairant. Mais par contre, tout ce qui concerne la monétique, faut savoir qu'il y a 50-60 ans, c'est les banques qui sont regroupées pour dire on va créer Visa, on va créer Mastercard. Parce que ça va permettre de pousser les gens à la consommation, que le paiement se fasse plus rapidement, que du coup c'était des cartes de crédit au début. Donc du coup,
Ouais, vive la carte bancaire. Et aujourd'hui, ces deux structures, c'est un agglomérat de plus de 40 000 entreprises du secteur bancaire et de crédit. Elles sont au courant de tout ce qui se passe chez 4 milliards de personnes, dans 210 pays, dans toutes les entreprises, dans les gouvernements, dans les associations, partout. Que tous ceux qui utilisent leur carte, tu penses que leurs données... Même au-delà de ça, tout ce qui fait un paiement par le numérique, les factures, les salaires, les abonnements, enfin tout ce qu'il y a numériquement, les virements et tout, c'est les mêmes boîtes qui les détiennent, toutes ces informations. Ce qui fait qu'elles sont au courant de toutes les tendances, de tous les secteurs d'activité, dans plus de 210 pays, quoi. Et tu penses qu'elles revendent ces informations ? C'est pas que je pense, c'est que pour le coup, là, c'est pas opaque, c'est qu'elles le disent. Le Mastercard apporte des conseils avisés sur des tendances de marché pour les gouvernements, les entreprises qui le souhaitent. Bon, d'accord, on en conclut ce que l'on veut. On en conclut ce que l'on veut. Et justement, sur ça, nous, on a notre vision. Si, sur un territoire, à Grenoble, par exemple, 460 000 habitants, tout le monde a une carte, SILA. J'imagine que tout le monde a une carte SILA. C'est au minimum 5 millions d'euros qu'on reverserait sur le territoire. À Grenoble, il y a eu... Est-ce que tu sais le montant, justement, en carte bancaire qui a été... Impossible de savoir. Et comment, du coup, tu peux parler de 5 millions de reversés ? C'est parce que nous, on est parti sur une base de dépenses de 300 euros par personne et par mois. Sur ces 300 euros, on a mis les frais de transaction que l'on met. Je crois qu'on a dit 0,4, enfin, entre 0,3 et 0,5%. Du coup, on a pris 60% de ça, puis on a multiplié par le nombre de personnes, par le nombre de mois, etc. Donc sur 300 euros, on dépense beaucoup plus par carte bancaire chaque mois. Et sur ça, sur ces frais de transaction qu'on reverse aux associations, c'est à hauteur de 5 millions d'euros. Ce sont 5 millions d'euros en fait qui seront répartis sur les projets locaux de notre choix. Exactement. Et du coup, vu que nous, en plus, les projets à qui on reverse, c'est par vote, je vous le rappelle, ça veut dire que nous, on pourra savoir sur un territoire combien de citoyens ont voté pour ce projet-là, humanitaire, combien de personnes ont voté pour... C'est donc ce dont tu parlais, que SILA pouvait être un outil d'aide à la décision. Exactement. Du coup, on va pouvoir dire à une collectivité, eh ben, sur votre territoire, il y a 13% de vos citoyens qui préfèrent voir développer des projets de l'éducation ou des projets de santé ou des projets sportifs ou des projets culturels, etc. Et donc, du coup, elles pourront venir abonder sur ces informations-là. Et du coup, abonder, est-ce que tu peux nous définir le terme ? Si on dit que tel projet a reçu 2 000 € cette année grâce aux frais de transaction issus de SILA, et que ce projet a eu suffisamment de votes, finalement, pourquoi pas la collectivité va se dire on rajoute 6 000 € pour l'aider ce projet. Est-ce que tu sais, on va prendre l'exemple de Grenoble. Je finis sur ça, parce que c'est super important. Ça veut dire quoi ? Idéologiquement parlant, philosophiquement limite. Ça veut dire que le politique n'est plus quelqu'un qui promet des choses, mais c'est quelqu'un qui exécute. Qui voit. Qui voit en fait ce qui se passe sur son territoire et qui se dit les gens veulent ça. Du coup, je réfléchis à comment organiser et structurer mon territoire avec les acteurs que je connais, avec la puissance étatique, pour dire c'est ça qu'il faut faire, puisque c'est les data, quoi. Ils récupèrent juste les data. Donc on peut voir en fait que ces data, moi j'appelle ça des data collectives. C'est-à-dire que c'est pas individuel, c'est pas de l'espionnage, c'est juste comment ça se passe sur un territoire. C'est les data qui vont dire ce que les politiques doivent faire. Et c'est les citoyens qui vont les confirmer. La pyramide est renversée de décision. Alors oui, je vois où tu veux en venir. C'est vachement important. Et puis, si on s'imagine que sur un territoire, on ramène plusieurs millions d'euros, que c'est les citoyens qui décident, et que c'est de l'argent qui vient des commerçants, mais normalement, ça devait aller aux institutions financières classiques, on va dire. Ces 5 millions d'euros, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on les reverse à une association... J'allais en venir. Parce que, je te coupe 2 secondes, mais pour qu'on comprenne, tu parles de 460 000 personnes à Grenoble. Si tout le monde utilise cette solution...
Si, si tu changes de paradigme, et si tout le monde utilise Scylla, tu risques de devenir un gros opérateur. Et comment, justement, tu ne rebascules pas dans les erreurs et l'inertie dont tu me parlais tout à l'heure, des grosses institutions financières classiques d'aujourd'hui. En réfléchissant sur un système de gouvernance très spécifique, en réfléchissant au statut, là on est en train d'y réfléchir parce que ça ne se fait pas juste dans notre coin. Et comment tu réfléchis? SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, notre objectif c'est de créer une SIC plus tard. Pour comme ça, donc société collaborative d'intérêt collectif, ça veut dire que déjà on est dans l'économie sociale et solidaire, déjà la gouvernance elle est plutôt horizontale, on ne fait pas ce qu'on veut avec ce qu'on a. Tu as des critères, c'est ça? Il y a plusieurs critères. Et grâce à ce statut-là, les particuliers, les commerçants, les entreprises, les associations, mais aussi les collectivités peuvent rentrer dans notre capital. Ouais, donc l'objectif, c'est pas d'être un loup dans la bergerie, entre guillemets, mais de permettre à tout le monde de se fédérer autour de ce projet et de réfléchir ensemble à un autre fonctionnement de l'économie. Exactement. C'est ce qu'on veut faire. Et c'est lié avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que 5 millions d'euros sur le territoire, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Du coup, il faut mettre en place des collèges de décision. Des collèges de décision qui, par exemple, peuvent être composés de citoyens, mais aussi d'experts, qui que ce soit, pour dire tel projet, telle association, oui, peut devenir bénéficiaire de Scylla. Ou tiens, là, il y a une urgence, il y a un projet qui est en train de couler, vas-y, on va financer plutôt telle association, genre pendant 2 jours. Et quelle association? Et puis s'il y a des tensions, il faut pouvoir les résoudre, ces tensions. Les commerçants, pareil, on pourrait créer un collège de décision pour dire, vous avez utilisé Scylla, qu'est-ce qu'il faudrait développer en plus pour vous arranger, quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc là, c'est l'idée de C'est qui le patron un petit peu. Tu vois, c'est directement Scylla serait connecté à leurs partenaires, à leurs clients. Mettre tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et voir comment on peut avancer ensemble, c'est ça l'idée. Exactement. Et moi, mon rôle là-dedans, ce serait plus un rôle de décisionnaire, où je serais tout seul en haut de la pyramide et dire toi, il faut que tu fasses ça, ça et ça. L'actionnaire principal. Non, c'est de dire comment moi j'organise ces collèges de décision, comment je crée ces liens, comment j'améliore ces liens entre toutes ces parties prenantes pour que la décision collective qui doit être prise a un réel intérêt pour le collectif et qui n'est pas lié du coup à un intérêt personnel. Et ça, tu peux le reproduire dans une ville, mais dans la ville qui est à côté, dans 15 villes d'une région, et puis créer un collège de décision dans ces 15 autres villes, tu vois. Et ce qui fait que tu élèves comme ça, tu dimensionnes en fait les problématiques et les tensions. Et nous, on n'est plus. Notre rôle, c'est pas d'être. C'est pas d'être un Facebook, c'est pas d'être un Visa, c'est pas d'être. Non, c'est de dire. On se réapproprie un outil qui permet d'avoir un impact sur la solidarité, sur l'aspect social, puisqu'il y a des rencontres, sur l'aspect économique, puisqu'on ramène de l'argent, et sur l'aspect sociétal, parce que ça a une influence sur tout le monde entier. J'aimerais revenir. Tu nous as expliqué ton parcours, plutôt universitaire et ton premier métier. J'aimerais savoir comment tu es arrivé à ce réseau monétique, à cette solution. Est-ce que c'était directement clair dans ta tête? C'était comme ça que tu voyais la chose? Ou est-ce que tu as dû passer par des étapes au préalable? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. En effet, je pense que le déclenchement de ma réflexion en 2012 provient de plusieurs accidents de voiture que j'ai eus. J'en ai eu 3, qui étaient assez mortels, enfin graves en tout cas, qui auraient pu être mortels, c'est ça que je veux dire. Sur l'autoroute, j'ai fait des tonneaux, et l'autre, la cicatrice que j'ai ici est due à cet accident. Et du coup, ça te projette dans une autre vision de la vie. Et tu essaies de comprendre ce qui t'entoure de manière différente. Enfin, différemment en tout cas. Et je me suis dit, on vit quand même dans une époque où il y a des crises systémiques, crise politique, crise économique, crise écologique, crise démocratique, crise... enfin voilà, tu peux faire toute une liste, quoi. Et je me suis dit, mais comment on peut résoudre un système de problèmes?
parce que j'étais assez contre cette idée de un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution, mais du coup, peut-être que la solution, elle cause d'autres problèmes dans cette solution qu'on avait trouvée et que du coup, tu vois, c'était pas clair en fait, c'était pas relié. Il n'y avait pas un système de solutions pour un système de problèmes. Et j'ai commencé en 2012 à réfléchir à une méthodologie que j'ai appliquée depuis ce temps-là jusqu'à l'heure actuelle, et même quand j'ai des problèmes ou un système de problèmes, j'utilise cette méthodologie que j'ai appelée PSMA. C'est problème, solution, moyen, action. En gros, l'idée, c'est de prendre un problème de manière utopique. J'insiste bien, de manière utopique, faire une liste de toutes les solutions qui sont possibles, ou qu'il faudrait en fait pour résoudre ce problème. À chaque solution, on essaie de déterminer les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre, pour atteindre cette solution. Et si les moyens, on ne les trouve pas, qu'on mette les premières actions qu'il faut mettre en œuvre pour avoir ces moyens-là. À partir de là, de ces moyens et de ces actions qu'on a listées pour une solution, et on le fait pour chacune des solutions, je le répète, on voit ce moyen et on voit si ça crée des problèmes. Et si ces actions créent des problèmes. Et si ça crée des problèmes, eh ben on reboucle et on refait une solution, une liste de solutions, et on refait les moyens et les actions. Et du coup, en fait, ça crée comme ça toute une arborescence. Qu'importe les solutions, qu'importe les problèmes, qu'importe les moyens, qu'importe les actions, ça te crée une connexion entre tout ça. Et ça fait que tu rentres dans tous les domaines de société. Et que si tu trouves cette solution-là, ben en fait, elle est connectée à plein de choses, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai trouvé des solutions, mais j'avais des paramètres qu'il fallait que je rajoute dans cette méthodologie, qui était la philosophie. Je me suis rendu compte que pour trouver certaines solutions à certains problèmes, il fallait que ce soit guidé par une certaine philosophie. Parce que sinon, tu acceptais tout, en fait. Et du coup, j'ai commencé à cadrer cette méthodologie par la philosophie. Et j'ai travaillé sur une philosophie que j'ai appelée la philosophie de l'espoir. Voilà, c'est-à-dire tout le temps espérer. Dire tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Se dire non, je peux l'atteindre. Voilà, je peux atteindre cette solution, je peux atteindre ces moyens, je peux faire ces actions, tu vois. Et que j'avais cette philosophie, je l'avais résumée en une phrase, l'espoir de demain, l'espoir d'aujourd'hui et le bonheur de demain. Pour vraiment dire, allez, soyons optimistes, parce que c'est à cause des pessimistes que les choses n'avancent pas. Mais quand tu as cette philosophie et que tu respectes cette méthodologie-là, tu te rends compte que c'est des êtres humains derrière qui vont devoir la mettre en place. Et du coup, si c'est être humain, ben, y a l'ego qui vient mettre des barrières, c'est de l'auto-sabotage. Donc j'ai essayé de développer une certaine discipline sur le travail intérieur. Donc j'ai commencé à faire de la méditation. Ça fait maintenant 5-6 ans que j'en fais, à hauteur de 1 heure par jour. Donc ça fait plus de 5000 heures depuis ces 5 ans, quoi. Me retrouver avec moi-même, et j'ai développé une méthodologie encore que j'applique qu'à moi-même, hein, parce que je pense pas que pour les autres ça fonctionne, ou alors il faut que je sois aidé pour que puisse le transmettre, qui était de tout le temps évaluer où c'est que j'en étais entre ce que je pensais, ce que je disais, ce que je faisais. Et d'essayer de voir si j'étais pas des fois, tiens, j'ai pensé ça, mais j'ai dit l'inverse. Ou j'ai dit ça, et puis en fait j'ai fait... Voilà, si j'étais totalement aligné, quoi. Et du coup, cette méthodologie que j'applique encore aujourd'hui, qui est liée forcément à de la méditation, mais aussi c'est une sorte d'outil de développement personnel, finalement. Je me suis dit... j'ai continué à avancer avec cette méthodologie-là, et la macroéconomie que j'avais appris, puis les expériences que je vous ai dit tout au début. Et je me suis dit, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est changer le système économique. Et pour changer le système économique, il faut changer l'outil qui permet au système économique de vivre. Et cet outil-là, c'est le numérique. Et au numérique, qu'est-ce qui touche et le milieu financier et toutes les personnes? C'est la carte bancaire. OK. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de la carte bancaire? Ou comment intégrer ce marché-là? C'est de la techno.
tous les acteurs, les banques, les startups, tout, ils disaient si t'es pas bien technologiquement parlant, tu peux pas faire de la monétique, tu peux pas faire des moyens financiers, un moyen de paiement. Donc du coup, j'ai réfléchi à une innovation technologique qui permettrait de m'intégrer dans ce marché. L'innovation technologique, je l'ai proposée à Linxium, qui est une SAT, Société Accélérateur des transferts aux technologies. Donc en 2 mots, c'est juste une structure qui permet d'accélérer la relation entre les laboratoires de recherche et les startups. Et j'ai intégré cet incubateur avec l'idée de développer, technologiquement parlant, une pièce de monnaie avec un relief dessus et un lecteur qui viendrait lire le relief pour confirmer une information qui a été lue par NFC. C'est la technologie de communication qui existe avec les cartes sans contact. D'accord. Et du coup, j'ai intégré Linxium et l'INRIA, Institut National en Recherche et Automatisme. Ça, il faudrait le vérifier, je ne sais plus. Institution nationale, ouais, bon bref. Je suis rentré chez eux pour développer cette petite pièce avec un relief, un lecteur. Donc ça, c'était l'idée de base. C'était l'idée de base. D'où l'idée, ensuite, je me dis, pièce de monnaie, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de contraintes technologiques et de marché pour pouvoir intégrer le monde tel qu'il existe aujourd'hui avec les TPE classiques, etc. Il y avait trop de contraintes. Et elle permettait quoi, cette pièce? Elle permettait en fait de faire une double authentification, si tu veux. Donc de vérifier avec 2 technologies différentes que la personne qui était en train de payer était vraiment la bonne personne. D'accord. Et que du coup, si on hackait ta carte ou si on hackait les transactions, en fait, la personne ne pouvait pas le faire parce qu'il fallait d'un côté qu'il ait la pièce avec les bons reliefs et en plus les bonnes informations cryptées. Il fallait qu'il casse 2 choses différentes, quoi. Donc c'était trop compliqué pour lui et donc ça a rajouté de la sécurité. Mais le prix de cette sécurité-là était trop cher par rapport à ce qui se passait sur le marché. Il fallait changer trop d'habitude et c'était impossible. Du coup, j'ai décidé de revenir sur l'aspect ESS, économie sociale et solidaire. Au départ, je voulais faire de la techno et après, sur la techno, rajouter de l'ESS. Et en fait, je me dis, non, en fait, c'est directement de l'ESS qu'il fallait faire. Donc, l'idée de reverser les frais de transaction est arrivée à ce moment-là. Et je me suis dit, quel est le meilleur marché pour lancer ça? Par l'événementiel. Aujourd'hui, tout ce qui est le cashless, qu'on appelle le cashless. Cashless, ouais, défini pour nos internautes. Cashless, c'est sans argent. On le voit ça dans les festivals où on a une carte ou un bracelet d'ailleurs. On vient créditer des points. En fait, on vient mettre 30 €, mais ces 30 €, c'est pas des vrais euros, c'est des 30 points dans un cadre clos lors d'un événement. Donc du coup, à l'intérieur, c'est pas des euros qui circulent, mais c'est des points. Et puis à la fin de l'événement, ils retraduisent les points en argent et puis tu te fais rembourser, etc. Du coup, c'est ce qu'on appelle de la closed loop. C'est un circuit fermé d'argent. Et on s'est dit, c'est parfait, quoi, parce que technologiquement parlant, c'est pas compliqué. En plus, c'est à huis clos et en plus, c'est le monde des festivals. Et puis, vu qu'on veut reverser les frais de transaction à des associations, c'est juste idéal, quoi. Donc, on a commencé à creuser là-dedans. Mais il y a des trop gros acteurs. WizEvent, par exemple, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont 90% du marché. Et c'était trop difficile On était en retard. WizEvent, ils permettent cette redistribution des... Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je suis un peu surpris parce que quand tu me parles de trop gros opérateurs, là, sur le marché sur lequel tu veux t'insérer, je pense que WizEvent, ça risque d'être une goutte d'eau comparé à ceux auxquels tu vas te confronter maintenant. Alors, effectivement, WizEvent, c'est rien par rapport à Visa et Mastercard. Mais du coup, on s'est dit, bon, soit on se bat sur un marché qui est assez compliqué par rapport au niveau technologique qui est demandé, ou soit on saute de l'ange. Soit on se jette totalement dans un marché qui est beaucoup plus vaste, open loop, mais qui du coup, on s'adresse à 60 millions de personnes, 68 millions de personnes plutôt qu'à 2 millions de personnes. Je crois qu'il y a 2 millions de festivaliers par an. Donc voilà, il y a aussi changement d'échelle, donc changement de projet, changement d'ambition. Ouais, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire, quoi. Et du coup, on s'est dit, ouais, la barre est super haute, mais c'est peut-être parce qu'elle est super haute qu'on va y arriver. Plutôt que galérer tous les jours
avec un petit marché, avec une petite technologie, avec un petit impact, finalement, allez, visons gros. Et Romain, l'associé, il était encore plus motivé pour se lancer là-dedans, quoi. Donc tu vois, du coup, ce que je veux, pour terminer mon parcours, ça a été définir une méthodologie pour résoudre un système de problèmes, une philosophie accompagnée d'un outil de développement personnel qui m'a fait pousser à aller vers le milieu de la finance par la technologie. Je me suis remis en question, je mis de l'économie sociale et solidaire, donc du coup je suis allé dans l'événementiel. Du coup l'événementiel dans le marché c'était trop compliqué. Du coup, allez, réseau monétique, on livre notre solution à des boulangers, à des pharmaciens, à un médecin général. À chaque commerçant qui voudra. À chaque personne qui a un TPE. Et comme ça, de ce truc très physique, parce qu'on aurait pu faire sur Internet, on aurait pu mettre un bouton payer sur Internet, Visa, Mastercard, PayPal ou Sila, et du coup être concurrent de PayPal. Tu vois, on aurait pu le faire, mais je me suis rendu compte que les gens, ça leur parle plus. Ceux qui sont dans la fracture numérique, parce que ça on les oublie, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de tous ces outils numériques, qui sont devenus limite technophobes. Ben, ces gens-là, ils veulent voir des choses, tu vois. Ils veulent voir pour dire ça existe. C'est pas. Du coup, on s'est dit ok, c'est peut-être plus compliqué. On s'est mis que des bâtons dans les roues. On s'est dit ok, on va se rajouter un TPE, ok, on va se rajouter une carte. Donc du coup, il faut chiffrer, il faut coder les trucs dans la carte. Mais du coup, il faut aussi réfléchir à la sécurité du terminal de paiement, mais aussi la sécurité informatique liée à du numérique. Donc oui, on s'est mis plein de barrières, mais au moins les gens ils voient ce qui se passe. C'est du concret. C'est du concret, quoi. Donc on a pris la décision d'avoir un sac rempli de pierres sur nos épaules, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, ça fonctionne et il n'y a personne qui fait ça, du coup. Tellement que c'était compliqué. Novateur. J'allais dire huge en anglais, quoi. Tellement que c'était gros. Il n'y a pas d'acteur concurrent. Ou s'il y en a un qui s'appelle PIM, j'ai pas de honte de leur dire, au contraire, puisque je considère que quand on est dans l'économie sociale et solidaire, même si des concurrents, c'est des alliés, quoi. Parce qu'on est là pour une cause, on n'est pas là pour de la rentabilité. Alors il y a eu effectivement dans le comment une petite période où dans cette idéologie, dans cette volonté de me développer personnellement, intérieurement, c'était les sujets des réfugiés, la question des SDF aussi, j'étais vachement concerné. Donc du coup, j'avais créé une association, puis on avait fait avec des amis un convoi exceptionnel vers la jungle à Calais pour vraiment voir ce qui se passait. Et non plus avoir un avis ou des arguments non ancrés dans la réalité, mais vraiment... quand je parlais, du coup, maintenant quand je parle de ce qui se passe à la jungle, tu l'as vu. Je l'ai vu, quoi. Et pareil, au niveau de l'accompagnement auprès des SDF, j'ai pendant 6 mois, avec des bénévoles, on a accompagné une dizaine de SDF pendant 4-5 mois, quotidiennement. Et du coup, en parallèle de toute ma réflexion, je m'étais dit, purée, mais ça peut être super que les personnes en précarité, ils aient une carte sur laquelle les associations et les gens viendraient créditer automatiquement leur compte et qui, du coup, eux, ils pourraient aller payer chez les commerces de proximité, quoi, et leur donner une indépendance financière. Parce qu'il faut savoir qu'une personne en précarité fait la manche et ça lui prend la moitié de sa journée, voire beaucoup plus. Et du coup, il ne peut pas faire les démarches administratives qu'il y a derrière, ou en tout cas, ça le démotive pour aller faire ces démarches, puisque en faisant de la manche, il perd de la dignité. Donc s'il perd de la dignité, ça lui donne encore moins envie de se bouger. Donc si on lui donne une indépendance financière, il va vouloir s'en sortir. Il va peut-être se dire, ah purée, au moins je suis maître de quelque chose. J'ai plus rien, mais j'ai au moins ça, quoi. Et je me suis dit, tiens, là, il peut y avoir une cohésion de quartier entre les gens qui achètent le truc, ça donne les frais, etc. Les commissions, tu parles en fait de les verser. Aussi les commissions. Ça peut être abondé par les commissions. Et je me suis dit, mais pourquoi aussi s'arrêter à juste des SDF, juste des personnes en précarité? Pourquoi c'est à une association et pas à toutes les associations? Pourquoi mettre encore une barrière, quoi? Et donc, c'est comme ça que tu as mûri. Mais tout ça, c'est en parallèle que ça s'est fait. Ma réflexion macroéconomique, le travail sur moi, le travail avec les autres, le travail de construction technologique et tout, tout s'est fait en parallèle. Et le point de convergence, la carte. Si on change de carte, si on change de carte bancaire et qu'on achète Sila, c'est tout ce que je viens de vous dire qui
qui se lance, quoi. Et Scylla, ça vient d'où? Scylla, du coup, SILA, ça veut dire vertu, éthique en sanskrit. Et plus précisément, c'est pensée juste, action juste, moyen juste. Et parole juste. Comme ça, tout est aligné. Donc j'ai voulu mettre dans le terme Scylla une philosophie orientale. Et Scylla aussi, SILA, toujours pareil, c'est l'une des premières monnaies de notre civilisation à l'époque sumérienne, qui était en graines d'orge. Est-ce que tu peux donner la date de l'époque sumérienne? Bah, c'est avant Jésus-Christ, moins 5000, entre moins 10 000 et moins 5000. C'est là où a été inventée l'écriture, la culture aussi, etc. Quoi. Comment fonctionnait cette monnaie? J'ai pas plus d'infos. Voilà. Et puis sinon, pourquoi du coup je parle de SILA, mais pourquoi SYLHA? Pourquoi on a rajouté un Y, pourquoi on a rajouté un H? On a rajouté un Y qui appelle un mot, le mot weird, W-Y-R-D, qui veut dire destin dans la mythologie nordique. Du coup, ça permettait d'occidentaliser le mot Scylla. On a voulu rajouter le H pour l'aspect humain, pour dire on est quand même dans l'humain. Et on a mis le SYLHA parce que avec notre design, ça faisait une symétrie. Ça reflète, enfin, le Y qui reflète dans le L et ça donne le H. Et du coup, on a une petite phrase qui résume toute la construction de ce mot, qui est le destin de l'humanité reflète notre éthique. Voilà. Seulement. on a brainstormé, quoi. C'est pour ça que j'ai dit. Donc, comme on l'a dit, si toi, tu collectes 40% des commissions bancaires, si Scylla collecte 40% des commissions bancaires, si la société, enfin la collectivité se fédère autour d'un projet comme Scylla, je pense qu'il va forcément y avoir un essor de ce projet, et Scylla va devenir un gros opérateur. Tout à l'heure, tu nous parlais justement de l'inertie de ces gros opérateurs. Comment toi, tu évites de tomber dans ces mêmes pièges? Après, j'ai une question en deux parties. C'est aussi, moi, ce qui me vient à l'idée, et tu en as parlé tout à l'heure, si je vois un projet qui se fait financer par ces commissions donc de Scylla et qui n'est pas du tout en phase avec mes valeurs, je ne vais pas forcément accepter d'utiliser ta solution. Je ne vais pas citer d'association ou de projet pour rester très très global, mais voilà, comment tu évites de tomber dans cet écueil-là? Alors effectivement, là derrière, il y a cette idée de gouvernance. On a réfléchi en paliers et on a utilisé un type de gouvernance, en tout cas les outils d'un type de gouvernance qui s'appelle la gouvernance organique. Mais avant de parler de la gouvernance organique, j'aimerais bien présenter l'architecture de ce que nous, on veut proposer. Déjà, on veut proposer que n'importe quel citoyen peut nous aider dans le développement de Scylla, avec quelques actions, organiser un événement, aller voir un commerçant, rencontrer des associations, etc. Et du coup, c'est une sorte de première étape que le citoyen peut faire, parce que le citoyen pourra rentrer dans notre capital. Donc il sera inclus, il sera sociétaire. Donc développer Scylla, c'est aussi le bien pour la société, mais aussi pour lui. Voilà, il est inclus. Et ensuite, il pourra prendre la décision, par exemple, d'une association, il pourra prendre la décision qu'une association devienne bénéficiaire, l'association devient bénéficiaire, et si ça crée des tensions au sein de Scylla parce que cette association ne correspond pas aux valeurs de certaines personnes, dans ce cas-là, on dit que ça crée une tension. Ce terme « créer une tension », c'est ce qui existe quand on est une entreprise libérée, qui existe quand on utilise les outils de holacratie, de sociocratie ou de la communication non violente. Voilà, toutes ces thématiques-là, et puis il y en a plein d'autres. Donc on reste dans cette bulle-là de résoudre des tensions quand il y en a. Ce que la gouvernance organique fait en plus que les autres, c'est qu'elle vient plonger dans les tensions personnelles. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir une tension avec une personne, mais cette tension, elle peut être liée à plusieurs choses. Elle peut être liée, premièrement, au fait que la personne s'est mal levée. Elle s'est levée du mauvais pied, elle est de mauvaise humeur, et du coup, il y a une décision qui est prise, collégiale, et puis elle dit « non, j'ai pas envie », parce qu'elle est un peu énervée, elle est bougonne. Donc ça, il y a des outils pour enlever cette tension-là. Après, il peut y avoir des tensions
liées à cette décision. Prenons l'exemple de moi je décide de m'augmenter de 15% mon salaire. Voilà. Une personne dit mais non, pourquoi tu vas augmenter de 15% ton salaire? Moi je ne suis pas d'accord. Ok, donc soit elle n'est pas d'accord parce que mauvais jour, soit parce qu'elle a une mauvaise expérience dans sa vie salariale, professionnelle, qui fait que non, mais à chaque fois que la personne s'est mis 15%, ça s'est mal passé, etc. Ok, du coup, parle-nous de ton expérience. Et peut-être que par ton retour d'expérience, peut-être rien que le fait de le dire, ça va t'alléger, et du coup, tu vas comprendre que ouais, mais en fait, ça va. Parce que tu seras revenu sur ton expérience. Et peut-être que du coup, avec ce retour d'expérience, on va pouvoir modifier la décision que nous, on est en train de prendre. Donc du coup, peut-être que parce que tu vas partager ton expérience, ça va nous aider à prendre une meilleure décision. Donc partage. Mais peut-être que cette tension qui a été créée en lui, il vient d'un problème de l'adolescence. Problème avec son père, problème d'autorité, problème de présence, problème, je ne sais pas, émotionnel, etc., rupture amoureuse, qu'importe. Et là, du coup, il faut rentrer dans la mémoire de cette personne-là pour lui dire « Non, mais regarde, tu as cette tension-là parce que ça réveille en toi ces problèmes de l'adolescence. Donc viens, on va travailler avec toi devant le groupe, de manière transparente. » Toujours parce que des fois, ça peut faire évoluer la décision qu'on va prendre à la fin. Donc pour résumer, moi, dans ma tête, la gouvernance organique, c'est comme ça que ça sort. Ouais. C'est aller au cœur de l'inertie et comprendre pourquoi elle est là. Exactement. En fait, c'est vu que tous les acteurs sont autour de la table, c'est creuser très profondément dans les décisions, les choix et les ressentis de chacun. Ça, je pense l'avoir compris. Et donc toi, comment tu t'es intéressé à cette gouvernance? Comment tu peux l'appliquer à ton modèle? Ouais, mais je vais en venir parce qu'en fait, ce que ça veut dire ça, cette gouvernance organique, ça veut dire que toute décision collégiale qui est prise, elle va être prise sans aucun intérêt personnel à l'intérieur. Forcément. Et ça veut dire que pour qu'il n'y ait aucun intérêt personnel à prendre une décision collégiale, c'est que la personne a fait un travail sur elle. Elle a accepté de vouloir faire un travail sur elle. Donc ce qui veut dire que, ok, pour prendre une décision sur quelle association rentre, c'est pas très compliqué, quoi. Enfin, on va pas réveiller quelque chose de profond s'il y a une tension. Mais si c'est prendre une décision stratégique d'un point de vue national ou européen, parce qu'il y a un concurrent, parce qu'il y a Visa et Mastercard qui nous menacent, ou parce qu'il y a un autre acteur, ou parce que, je sais pas, où il y a des problèmes philosophiques à se poser, et qui du coup, prendre une décision où il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui concerne beaucoup plus de monde, ben, c'est là où tu dois creuser encore plus profondément en toi. Mais est-ce que tout le monde a envie de creuser au fond de soi pour pouvoir prendre une décision ? Non, donc du coup, ça va sélectionner les gens qui veulent bien faire un travail sur eux, et qui du coup, ça va faire des strates. Et plus la personne va monter en haut de l'échelle décisionnelle, plus elle va devoir être transparente aux yeux des autres dans sa vie personnelle. Donc c'est que la personne... Donc ça impliquerait d'énormes responsabilités. Donc ce qui veut dire que la personne, ok, elle va être technocrate, parce qu'il faut avoir conscience de ce qui se passe réellement, mais surtout elle va faire un travail de pardon au fond d'elle. Donc ça va être des gens qui vont être très forts techniquement parlant, sur plein de sujets, et qui en plus sont des sages dans le sens où ils sont calmes et alignés avec eux, leur raison d'être. Parce que la gouvernance organique aussi, elle est attachée à la raison d'être de chaque protagoniste. Donc tu vois, comment l'utiliser concrètement, c'est de créer des collèges de décision, commerçants, associations, collectivités et citoyens. Je crois que je me suis répété. Toutes les parties prenantes. Toutes les parties. Et pour des décisions qui sont simples, qui concernent le local, le très local, le quartier, quelque chose qui est visible et voilà, une décision ne va pas impacter 4 millions de personnes. Et puis en fait, s'il y a des tensions qu'on n'arrive pas à résoudre ici. Dans ces collèges, ça remonte à un collège supérieur où les gens qui sont dans ce collège-là ont décidé, sont d'accord pour faire un travail un peu plus profond en eux et qui du coup, ils seront un peu plus capables, entre guillemets, le mot capable, je le mets entre guillemets, pour résoudre cette tension. Et si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à résoudre cette tension, ça remonte. Parce que ça veut dire que c'est un problème qui n'est pas lié qu'au local, qui est beaucoup plus global. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, forcément, les informations très importantes, elles sont issues des problèmes et des tensions que les gens au local n'ont pas réussi à résoudre. Parce que ça demande une excellence en termes de compétences, mais aussi en termes de travail sur soi.
et que le boulanger du coin ou papy et mamie n'ont pas forcément envie de travailler sur ça, quoi. Laissons-les avoir leur vie. Et du coup, tu vois, tu te construis comme ça toute une architecture de décisions qui viennent du local et qui on donne à chaque fois la patate chaude à des gens qui ont fait le choix de se brûler avec. Pour résumer ce que tu viens de me dire, le pouvoir de décision, il est local et appartient à chacun des citoyens, sur chacun de leur territoire. Si un problème remonte sur différents territoires, alors là, ça remontera. C'est ce que tu disais, c'est que si c'est un problème national, ce n'est pas forcément un citoyen qui ne va pas s'intéresser finalement aux racines du problème. C'est pas à lui de prendre une décision. Et c'est pour cela que ça remonterait plus haut dans les collèges de décision que tu mentionnais. Alors que si le problème n'apparaît que sur un seul territoire, cela peut rester dans un collège de décision plus local. Ouais. En fait, c'est si la tension elle est trop grosse pour des gens qui n'ont pas la vocation à travailler sur eux, si cette tension elle est trop grosse, elle passe à la décision plus élevée, parce que ça veut dire que c'est un peu plus global, cette tension. Ça veut dire que moi j'ai une tension à Grenoble qui est liée peut-être à la qualité de vie de Grenoble. Donc c'est très spécifique à Grenoble, donc ça ne sert à rien qu'un collège de décision nationale soit au courant de ce qui se passe ici à Grenoble. Mais par contre, si à Grenoble il y a une tension qui est liée plutôt... on prend l'exemple, quelque chose qui parle. Qui parle, le burkini à la piscine. Vous avez entendu parler de ça? C'est ouf, cette thématique, à quel point elle crée des tensions à toutes les échelles. Que ce soit local dans la piscine, que ce soit dans les ethnies, que ce soit dans les groupes, dans les communautés, mais que ce soit dans les villes, parce que du coup, chaque ville peut décider si leur piscine peut devenir burkini ou pas, mais aussi nationale. Est-ce que ça fait partie de la Constitution ou pas, mais aussi philosophique et aussi religieuse. Ouais, ça parle. Donc, du local, ça va jusqu'à la spiritualité, tu vois. Ça, pour résoudre ce problème, il ne faut pas que ce soit des gens qui viennent crier à la sortie de la piscine, non, pas de ça, pas de ça. Non, le problème, il est plus... Parce qu'ils n'ont pas forcément fait un travail sur eux-mêmes. Ils n'ont pas fait un travail suffisant sur eux. Donc, du coup, ce type de tension, si elle relève, elle dit « Ah, mais tiens, nous, on est à Grenoble, et ah ouais, Lyon aussi, ils ont ce même problème. Ah, on n'arrive pas à le résoudre parce que j'ai pas envie de résoudre ce problème-là, j'ai pas envie de travailler sur moi pour dire ok, ça remonte au national, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Nantes, à Bordeaux ou à Marseille, ils avaient le même problème. Ah ouais, du coup, ils essaient de résoudre le problème nationalement. Et puis, si ils leur disent, ah ouais, mais là, ça va quand même très loin, parce que ça touche aux croyances religieuses, ça touche à une certaine philosophie, ça croise même ces problèmes. Ah ouais, non, mais là, on ne peut pas. Du coup, c'est aussi l'objectif de devenir une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et d'avoir les autres acteurs pour justement réfléchir ensemble à comment on structure la gouvernance organique, comment on l'intègre dans un projet de société. Parce que moi, je n'ai pas la réponse. Ce serait une vision à long terme, en fait. Tu anticipes un changement de paradigme et tu essayes d'anticiper les problèmes auxquels tu risques de te confronter, alors qu'aujourd'hui, tu peux le gérer, justement, en étant SIC, parce que ça permet une gouvernance participative. Je pense que ça, il faut vraiment le mettre en valeur, c'est qu'un homme égale une voix. Et ce n'est pas en fonction du pourcentage de capital que tu as sur la société que tu vas prendre les décisions comme tu l'entends. C'est vraiment partagé, c'est tous les acteurs autour de la table. Ouais. Alors toi, tu as tes collèges de décision qui vont réfléchir ensemble à améliorer cette gouvernance, parce que justement, celle-ci, elle risque de ne pas suffire si tu rencontres des problèmes systémiques. Oui, c'est de là que vient ta réflexion, si je comprends bien. Et puis aussi, le but de la gouvernance organique, c'est de pouvoir prendre une décision à 12 au maximum, de manière unanime. Pas de vote, pas de consensus, pas de compromis, c'est unanime. C'est genre quand les gens ils ont fait tous leur travail intérieur et que tout se passe bien, que ils aiment être en groupe et ils aiment prendre les décisions pour les autres et ils aiment réfléchir à tout ça. En fait, tu peux arriver à un moment donné où la décision elle est prise de manière unanime et il n'y a personne qui bronche. Et il n'y a pas de « ok, on prend cette décision, ouais, mais derrière, j'ai peur de ça. » Il n'y a plus ça en fait. Donc on peut dire que c'est utopique. Bon, tout le projet SILA est un peu dans cette lignée-là, mais il faut un peu d'utopie pour vraiment changer de paradigme aussi. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, parce que voilà, il se dit, je sais très bien que on ne peut pas tout le temps prendre des décisions de manière unanime, surtout si les décisions doivent être prises de manière urgente.
Donc s'il y a une personne qui a une tension qu'on n'arrive pas à travailler, ça peut peut-être prendre 4 mois, mais c'est pas grave, on prend quand même une décision parce qu'il faut y aller. Du coup, quand on prend une décision de cette manière-là, c'est pas unanime, du coup c'est avec consensus sans compromis. Et là, il a développé d'autres outils qui permettent d'arriver à une prise de décision avec consensus sans compromis. Et si ça fonctionne pas, c'est peut-être que la décision, elle ne doit pas être à ce niveau-là, elle doit être plus bas. Et du coup, si la décision doit être plus bas, c'est sur système de vote. Démocratiquement parlant, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ? Parce qu'on n'arrive pas à prendre les décisions. Donc en fait, si je résume, c'est un problème très local avec des gens qui veulent, qui sont dans leur quotidien et qui disent ouais, moi je prends des décisions un peu à droite, à gauche. Bam, une tension se crée, ils n'arrivent pas à la résoudre, ça monte. Ça monte. Et si en haut, ils n'arrivent pas à prendre de manière unanime la décision, consensus sans compromis, mais du coup avec la base qui est en dessous, parce que ça demande d'autres acteurs de faire des compromis, des consensus. Oui, comment on fait toi dans ton domaine d'activité ? Est-ce que ça va impacter le mien ? Et du coup, c'est systémique tout ça. Et après, si ça, ils n'arrivent toujours pas, ça redescend. Et du coup, vote citoyen de tout le monde. Donc en fait, c'est une tension qui peut monter et qui peut redescendre si eux, ils ne sont pas capables de prendre les décisions. Et vu que tout sera transparent et que tout sera retransmis et que c'est clair, en fait, tout le monde aura l'historique de cette problématique. Imaginez ça aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici au ministère, en ce moment, dans le gouvernement, comment ils prennent les décisions, comment ils font les choix sur les thématiques. Ok, tout le monde n'est pas compétent pour prendre une décision sur la loi, mais la loi qu'ils vont faire, ça va impacter le petit citoyen qui est en bas. Donc lui, il devrait avoir son mot. Savoir comment la décision est prise. Et voilà. Donc en fait, si je résume, c'est une forme de référendum d'initiative citoyenne pour l'entreprise. À la fin de la chaîne de décision, si on n'a pas réussi à la régler de manière... Pire que ça, c'est qu'il est au début aussi, le référendum. Parce que quand il y a une décision qui veut être prise sur un territoire, ils le disent, oh, il faut faire ça. Et ils ont le collège des décisions pour dire, non, mais ça peut être réglé en local, on le fait. S'ils n'y arrivent pas... Et s'ils n'y arrivent pas, ils remontent. Cela peut prendre du temps, par contre, pour trouver cette solution. Ça, si la décision, elle est on arrête le nucléaire, on va sur la Lune, on développe des outils de recherche et développement très risqués, etc., je pense que ces types de décisions doivent prendre du temps à prendre. Ouais. Enfin, doivent mettre du temps à prendre. Mais c'est pas très grave, ça. Après, là, du coup, tu es hors SILA. Si tu utilises la gouvernance organique au sein de SILA, n'as pas-tu peur justement de retrouver une part de cette inertie ? Après, tu essaies de le travailler d'une manière différente en utilisant des outils assez novateurs et qui, je pense, pour moi, se rapprochent de ma perception de la démocratie. Mais le problème est que, est-ce que cela ne risque pas d'empêcher des décisions qui doivent être rapides, radicales ? Après, ouais, là est la nuance. Oui, mais ça, après, tu peux réfléchir à beaucoup de choses. Là, tu peux dire que tout ce que je viens de te dire, c'est de la stratégie. Donc, c'est sur du moyen-long terme. Mais tu peux aussi penser qu'il y a une partie opérationnelle qui dit « Ouh là là, tout est en train de péter les plombs. Faites-moi confiance. On avance. Et puis, je me ferai juger sur ce que j'ai fait 2-3 mois après. » Quoi, tu vois ? Ou alors... tu peux, et ça c'est tout le travail qu'il faut qu'on fasse collégialement, sur les statuts de la SIC. Et c'est que faut pas non plus tomber, faut être réaliste dans le sens où avec le numérique tout s'accélère et que donc oui, il y a des choses des décisions qu'il va falloir prendre très rapidement. Et pour le coup, il faut peut-être séparer l'aspect opérationnel et l'aspect démocratique dans le sens on prend notre temps à réfléchir parce que c'est des sujets de société. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, tu as répondu à ma question. Maintenant, Lucas, j'ai une question assez importante à te poser. Je voulais avoir ton point de vue, ton avis sur les futurs enjeux auxquels nous, êtres humains, allons être amenés à se confronter dans les années à venir. Je vais rester dans ma ligne optimiste. Et dans ce cadre-là, si on veut rester optimiste, il faut casser les barrières qu'il y a entre les différents projets, entre les différents domaines d'activité, entre les différents métiers. Je pense que, comme vous avez pu entendre sur toute la présentation de SILA, il y a quelque chose qui est spirituel, philosophique, développement personnel, ingénierie, tout ce qui est finance, technique, tout ce qui est l'attrait au local, à un écosystème. C'est multidimensionnel. Et aujourd'hui, on a tout pour que ça fonctionne, pour que
pour qu'en fait une autre mécanique se mette en place, une autre idéologie se matérialise. Et l'un des enjeux, c'est, je pense, avoir la capacité de choses, déjà d'aimer ce qu'on est en train de faire. Parce que le fait, quand on aime ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de juger ce que l'autre est en train de faire. Parce qu'on se dit non, mais ça va, moi ça me convient ce que je suis en train de faire. Du coup, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Peut-être que ça va m'intéresser. Du coup, porter attention à ce que l'autre est en train de faire. Du coup, là déjà, on casse les barrières entre différents métiers. Et ne pas arrêter de dire c'est moi qui ai la solution, écoutez-moi. Et puis qui c'est qui brillera le plus? Non, c'est briller ensemble, quoi. Donc du coup, le premier, c'est casser cette barrière, aimer ce qu'on fait. Et la deuxième, c'est peut-être caricatural de le dire à l'heure actuelle, mais c'est vraiment cette nécessité de replonger en nous, quoi. De faire un break, d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur le numérique et de recommencer en fait à comprendre la société, où c'est qu'on en est, puisque avec le numérique, il y a eu une accélération des choses depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais faramineuse, quoi. Donc il faudrait peut-être s'arrêter à un moment donné, laisser les autres continuer dans leur délire, je vais dire capitaliste, parce que c'est devenu un délire, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, toutes les crises systémiques qu'il y a, c'est devenu un délire. Donc du coup, il faut se poser, il faut se re-questionner et il faut se parler, quoi. J'ai écrit l'année dernière un livre qui s'appelle « Joyeux avenir », donc optimisme à fond. Je suis en train d'écrire la version 2 ici, parce qu'il faut présenter qu'il y a tout. Et le futur, l'un des enjeux, c'est des enjeux de démocratie, donc de gouvernance, c'est des enjeux de transparence, de dire regardez notre activité, regardez où c'est qu'on veut aller, regardez comment on y va, regardez comment vous pouvez y participer. Transparence, mais c'est aussi protection. C'est pas parce qu'on est transparent qu'on ne peut pas aussi se protéger. Donc protéger sa vie personnelle. Là, il y a les datas derrière. Quand aujourd'hui, on voit que le milieu de la finance est totalement opaque, quand on voit qu'aujourd'hui, les décisions sont prises qu'au niveau de l'élite, et quand on voit qu'aujourd'hui, toutes les datas sont concentrées qu'autour de certains milliardaires ou certaines multinationales, c'est trois choses qu'il faut changer. Donc, du coup, je vous ai présenté la gouvernance organique pour l'aspect démocratique. En termes de transparence, rien que le fait d'être un logiciel libre ou d'être en open source pour regarder ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas des failles, est-ce que vous ne voulez pas vous impliquer, est-ce que vous ne voulez pas récupérer notre code informatique pour faire quelque chose à votre échelle qui vous corresponde. Et puis bam, après ensuite on met les liens, et puis ça se développe, et puis on débat, et puis on réfléchit ensemble, suivant les différentes thématiques, suivant les différents lieux, les environnements, pour mutualiser tout ça, parce que peut-être que ce qu'on est en train de faire ici, ça peut intéresser le fin fond de l'Espagne. Je ne sais pas. Et après, cette idée de data, qui est juste pour moi l'une des meilleures solutions et l'un des meilleurs avenirs qu'on peut avoir si on retravaille ce que c'est la data, quoi. Tu le comparerais à un levier? C'est un super levier. Data personnelle, ok, data collective aussi, mais si on se dit que les informations que moi, je crée sur un post Facebook, que je crée en faisant une recherche Google, que je crée en me déplaçant avec la géolocalisation, etc., si tout ça, c'était encore une fois, encore collecté, que ça rentre dans du machine learning pour faire de l'intelligence artificielle, etc., pourquoi pas? Mais si tout ce travail-là est fait et que ces entreprises-là qui font ce travail-là redistribuent l'argent issu des datas aux citoyens, mais imaginez un peu l'impact. Imaginez Google, Facebook, Amazon, les GAFAM, plus les autres en Chine, s'ils se remettaient à redistribuer, donc à refaire passer, ils capitalisent, et puis au lieu que ça gonfle ici, comme il est en train de se passer avec la financiarisation du capital, avec la bourse, etc., mais si tout ça, c'était reversé, comme Scylla le propose, au territoire, au local, mais c'est juste incroyable. Imaginez, à chaque fois que vous envoyez une photo Instagram, vous gagnez 2 centimes. Vous mettez un post Facebook, vous gagnez 2 centimes. Ou alors, vous pouvez reverser des centimes à un projet qui vous tient à cœur. Mais ça devient assez incroyable. Ça devient la monnaie, l'argent
qui aujourd'hui est une denrée rare. Hein, c'est noté comme ça. La monnaie aujourd'hui, telle qu'on l'a conçue depuis tous ces siècles et ces millénaires, c'est quelque chose qui est rare. Et sinon, tout le monde en aurait, quoi. Et du coup, il n'y aurait pas les inégalités. Mais là, en Il n'y refaisant aurait ça, pas 26 personnes qui possèdent autant que la moitié de la population. mais en faisant ça, la monnaie devient abondante. C'est-à-dire, on peut. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste en faisant ça. Changer le mode de vie. Changer le mode de redistribution, l'utilisation des datas. Comme j'ai l'exemple avec les collectivités où je serai au courant de quel projet doit être développé sur son territoire, ça c'est un exemple. C'est juste colossal. Et après, réfléchir avec des outils conformes à respecter la gouvernance, la transparence et les datas, les outils type blockchain sont juste parfaits. Les outils blockchain où je vais parler d'Unitaire par exemple qui fait une crypto-monnaie avec des valeurs comme ça, de la monnaie libre. Mais ça, il faut s'y intéresser. Mais clairement, quoi, c'est l'avenir. C'est pas la solution actuelle puisqu'elle est difficilement démocratisable parce que c'est philosophiquement trop loin. C'est la blockchain, les gens ont peur, ils savent pas ce que c'est. Ils ont peur parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils sont encore en avance. Mais du coup, il faut tendre vers ce type de choses. D'Unitaire, par exemple, c'est juste un système c'est une crypto-monnaie, le June, qui chaque mois te verse une sorte de salaire universel, quoi. Si je caricature le trait, je ne suis pas expert là-dedans, donc je vais pas plus m'étaler. Mais dans le concept, c'est super intéressant. Et si on arrive à se regrouper comme ça, à réfléchir à une gouvernance, à être transparent, parce que c'est une blockchain, donc tout le monde sait comment ça fonctionne, et tout le monde sait que c'est décentralisé, le pouvoir est décentralisé, donc du coup il n'y a plus de problème en termes de sécurité aussi. Enfin, idéologiquement parlant, on a tout. Donc en fait, les enjeux aujourd'hui, c'est de nous regrouper, quoi, et d'arrêter d'avoir ces petits guerres d'ego, à dire ouais, mon projet vaut mieux que le tien, parce que je pense que c'est grâce à moi, et plus que grâce au tien, qu'on va y arriver. Non, c'est grâce à tout le monde, c'est complémentarité, quoi. C'est de viser la complémentarité. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans Joyeux Avenir et dans la version 2 que je suis en train d'écrire, où là j'explique plus en détail tout ce que je viens de vous dire. Et son nom, la première version, je l'ai appelé Joyeux Avenir, préparons-nous un changement. Et le deuxième titre, ça va être Tonnerre d'espoir. C'est qu'à un moment donné, on se bouge, quoi. Il y a les moyens, il y a les outils. Il y a les moyens, il y a les outils, il y a la volonté. Il y a juste vos égos qui posent problème. Et ça, je parle aussi pour moi, hein, parce que si je suis pas encore, si Scylla n'a pas encore percé, c'est peut-être parce que j'ai un travail d'ego, que j'ai eu ce travail d'ego et que j'ai encore ce travail d'ego, j'espère jusqu'à la fin de ma vie à faire. Tu vois, pour pouvoir rallier, mais rallier pas par intérêt économique, mais par intérêt de société, quoi. Et par un chemin commun. Et par un chemin commun. Et des enjeux communs. Voilà, dessinons le chemin vers une destination qu'on doit aussi dessiner, quoi. Bah écoute Lucas, je te propose que l'on termine cet entretien par cette note optimiste. J'espère pouvoir te réinterviewer prochainement, justement pour parler de ce changement de paradigme que je te souhaite. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup à tout ce matériel, à vous, votre présence, pour surtout me permettre d'exposer tout ça, parce que Startup Nation, c'est un pitch de 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, quoi. Comment expliquer des nouveaux concepts avec une nouvelle idéologie, avec une nouvelle philosophie, avec des outils différents et nouveaux en 2 minutes? C'est juste pas possible, quoi. Donc là, du coup, merci profondément de m'avoir laissé cet espace.